Je m'appelle Marie-Aude Cornu, j'ai 42 ans, j'habite à Crest dans la Drôme. Je vais vous parler de mon travail artistique. J'ai depuis mon adolescence toujours eu un intérêt pour l'art et une pratique artistique discontinue. Et c'est seulement maintenant que je développe des œuvres, des installations, notamment féministes, que je vais vous présenter. C'est en décembre 2019, alors que j'apprenais quelque chose qui ne me concernait pas directement, mais qui m'a profondément choquée, que j'ai ressenti une profonde furie par rapport à ce que les hommes peuvent faire aux femmes. Et ça m'a généré 10 nuits d'insomnie, alors des insomnies créatives. J'ai imaginé plus de 40 installations artistiques liées à ces questions-là. Et j'ai imaginé en fait des parcours progressifs. Et je présente dans l'exposition Le Cri de la Vulve le premier volet, qui concerne en fait les normes, les injonctions et les violences patriarcales, notamment faites aux femmes. Cette installation s'appelle Broderie patriarcale et j'ai voulu dans cette installation présenter les mutilations qui sont faites aux vulves. Nous avons une première vulve qui est intacte et ensuite nous avons des interventions sur des vulves, donc soit par des personnes extérieures comme les excisions, mais aussi j'ai voulu présenter les interventions qui peuvent être faites de manière volontaire par les femmes, dans l'idée que en fait nos vulves ne sont pas OK telles qu'elles sont. Et j'ai aussi voulu parler des mutilations faites aux personnes intersexes. Donc ce sont des personnes qui naissent avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas à ce qui est typiquement féminin ou masculin à la naissance. Et du coup, l'institution médicale va faire des opérations sur des enfants, sur des bébés, de multiples opérations pour transformer le sexe pour qu'il soit conforme donc à la binarité de genre. Cette installation qui s'appelle « Ce qui ne te tue pas te rend plus forte », j'ai fait exprès de choisir ce titre parce que souvent on nous dit « Ah, c'est bon, ça va aller, en gros, tu vas pas en mourir ». Eh bien, en fait, les violences faites aux femmes peuvent conduire effectivement à la mort. Et donc j'ai voulu montrer une progressivité des violences, notamment donc, en démarrant par une porte qui ressemble à une porte de prison, où est exposé l'ensemble, une partie des contraintes que l'on peut faire pour empêcher l'autonomie à une femme, comme le mariage forcé, la surveillance, mais également la séquestration ou carrément la précarité. Et ensuite, j'ai réalisé des calques pour montrer que toutes ces violences peuvent se superposer, que ce soit les violences économiques, les violences psychologiques, physiques, médicales, obstétricales, les violences sexuelles. J'ai donc développé le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle, le viol. Ça a un but quelque part aussi de montrer l'étendue. Donc j'ai cherché une certaine exhaustivité. Et j'ai été frappée, notamment en me formant sur la question des violences sexuelles, à toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau psychologique et au niveau sanitaire, au niveau de la santé. L'ultime violence, la violence la plus forte, en fait, c'est le féminicide, dont on parle de plus en plus. Voilà, donc je voulais quelque part exposer l'étendue des violences qu'une femme peut subir dans le patriarcat. Alors cette installation s'appelle #moi aussi point d'interrogation. Donc j'ai repris le fameux #MeToo et je l'ai francisé et j'invite aussi du coup à le questionner, à questionner pour chaque personne si elle aussi n'a pas été victime de violences sexuelles. Mais aussi à travers cette installation qui consiste en des passe-têtes, où on peut donc mettre sa tête comme dans une foire, on peut s'amuser à prendre des photos, etc. J'invite aussi les personnes à se poser la question, est-ce qu'ils ont été auteurs ou autrices aussi de faits de violences sexuelles ? La question que je pose à travers cette installation, c'est la question de l'inconcevabilité.
Souvent, on va croire que c'est pas nous, c'est les autres. Et quand on voit les statistiques des violences sexuelles, mais aussi l'amnésie traumatique qui peut être provoquée, eh bien, peut-être qu'on est plus nombreux à être victimes de violences sexuelles que l'on croit. Et aujourd'hui, on assiste à la libération de la parole de beaucoup de victimes, mais c'est comme si les auteurs, eux, n'existaient pas, ne parlaient pas, étaient pas embêtés. Et on voit dans les procès, même quand dans les rares procès, dans les condamnations qu'il peut y avoir, eh bien, les auteurs souvent sont dans le déni de leurs responsabilités. Et donc je viens poser la question à travers cette installation de la place des auteurs, de comment faire en fait pour qu'on sorte de ce cycle de violence, car souvent les auteurs de faits ont été aussi victimes. Donc voilà, comment on casse cette chaîne tous ensemble. Ce tableau sonore que j'ai nommé Le cri de la vulve est un tableau détourné du cri de Munch. À la place de la tête, j'ai fait une vulve et à travers le vagin, j'ai mis une enceinte Bluetooth qui recrache des cris de femmes que j'ai enregistrés pour l'occasion. Des cris de femmes qui viennent dire l'horreur, la peine, le désespoir face à toutes ces horreurs, à toutes ces violences que l'on peut subir dans le patriarcat. Quand nous avons organisé cette session de cris, les femmes ne savaient pas comment allaient sortir leurs cris. Ça a été un moment très fort pour elles et elles se sont entendues crier, certaines pour la première fois. C'est dire que sortir des cris, c'est très tabou aussi. Donc je viens aussi dans cette exposition interroger sur la place du cri, la place en fait de l'expression de la colère. Là, nous sommes dans ce que j'ai appelé le couloir des injonctions. Le projet initial est plus dans un vrai couloir, mais j'ai utilisé l'espace qui m'était offert ici pour déployer cette installation qui consiste donc à exposer des coupons de magazines féminins et aussi de magazines où on représente des hommes. Donc c'était l'occasion de découvrir qu'il y a une presse féminine, mais en fait la presse masculine c'est surtout une presse d'agriculture, sur la chasse, sur l'économie, le pouvoir, et qu'il n'y a pas à proprement parler de revues qui s'adressent aux hommes en tant qu'hommes, comme catégorie. Donc cette installation permet de dévoiler les injonctions principales du patriarcat. Pour les femmes, il s'agit principalement du trio beauté, jeunesse, minceur. Il faut toujours qu'on ait l'air d'avoir 17 ans et demi, qu'on soit toujours la plus apprêtée possible. Donc on peut observer sur ce mur beaucoup de visages de jeunes femmes lisses et anonymes. Et la tonalité globale de la couleur est plutôt claire, rose, si on compare avec le mur dédié aux injonctions faites aux hommes, où les images sont beaucoup plus complexes, ils sont dans l'action. Donc souvent, il y a l'environnement dans lequel ils sont en action, et tout est beaucoup plus sombre aussi. Il s'agissait de les mettre en miroir en fait pour montrer qu'elles se tiennent en fait ces injonctions, que si les hommes sont invités à agir, à avoir du pouvoir, à être performants dans la rentabilité, la compétition, ils ont aussi un tout autre rapport au corps. Ils peuvent être vieux, en action, en sueur, poilus, même en sang, c'est même tout à leur honneur, alors que les femmes, il y a tout un tas d'injonctions pour qu'elles soient minces, mais leurs lèvres, faut pas qu'elles soient trop minces, par contre leurs cheveux, faut qu'ils soient volumineux, leur univers, ça va être plutôt l'intérieur, et j'ai voulu que le public ressente en fait quelque part cette oppression des injonctions avec une bande son de 8 minutes qui recrache des injonctions qui sont faites aux femmes tout au long de leur vie. Une femme ne doit pas trop aimer le sexe. Les femmes qui aiment ça, c'est des salopes.
Les femmes prennent du plaisir à être forcées. Les mecs n'aiment pas les filles qui font l'étoile de mer. Au fond, les femmes veulent du sexe, même si elles disent le contraire. Et toi, t'as des enfants ? Ah bon ? T'es enceinte, tu devrais être contente. Il y en a qui n'y arrivent pas. Je peux toucher ton ventre ? Comment ça, tu veux pas d'enfant ? Nous sommes ici dans la suite du couloir des injonctions, qui est la sortie du couloir des injonctions. Donc j'invite le public sur ces murs blancs à écrire des messages dont ils auraient eu besoin ou dont ils ont besoin aujourd'hui ou qu'ils veulent transmettre pour sortir justement de ce système d'injonction. Et le public a été vraiment très prolifique. Il y a énormément de phrases écrites sur ces murs aujourd'hui. Dans cette pièce, nous avons 4 installations qui traitent des normes imposées au corps des femmes, et notamment l'épilation et des choses concernant les règles. Donc concernant l'épilation, j'ai fait 2 installations, une où j'ai récolté pendant plusieurs mois mes poils de jambes et d'aisselles, où j'expose aussi l'ensemble des ustensiles que j'ai utilisés dans ma vie pour m'épiler jusqu'à maintenant. Et je voulais montrer le volume de ce que ça représente. Et c'est vraiment finalement peu de choses comparé à tout le business de l'épilation qui coûte très cher et toute l'énergie, toute la charge mentale, la charge esthétique que ça coûte au cours d'une vie. Cette installation s'appelle Une vie de règles. J'ai voulu, à travers cette installation, montrer le volume, en tout cas une partie du volume des produits menstruels utilisés au cours d'une vie, qui peut être de 10 à 15 000 en termes de serviettes, tampons, applicateurs, emballages, etc. Je voulais montrer aussi ce qui est souvent réservé à l'intimité de nos toilettes et que les femmes vivent avec leurs règles toute leur vie et ça n'apparaît pas. C'est pas traité dans l'entreprise. Même certaines familles, ça va être considéré comme quelque chose de vraiment à cacher, etc. Je voulais aussi montrer que ces produits contiennent des produits chimiques nombreux et que ces produits ne sont pas écrits. J'ai voulu aussi présenter une Moon Cup, une coupe menstruelle, parce que plusieurs personnes ne connaissent pas, et que ça peut être une alternative, pas forcément pour tout le monde, mais que ça peut être une alternative aussi aux serviettes et aux tampons. Le cycle menstruel peut avoir des impacts en termes de douleur, sur l'humeur, etc. Et que c'est plutôt moqué, c'est pas vraiment pris en compte dans le respect. Voilà, je voulais aussi relever ça. Cette installation est le Vulfi, le selfie de la vulve ou le photomaton de la vulve. Donc je propose aux personnes ayant une vulve de s'installer pour prendre un cliché en Polaroid et ensuite d'exposer de manière anonyme leur vulve sur ce mur. Il y a désormais plus d'une dizaine de vulves exposées et ça nous permet déjà de voir la diversité des vulves. Je voulais faire cette installation pour 2 raisons. D'une part, pour montrer des sexes tels qu'ils sont, des vulves en fait plus précisément telles qu'elles sont. Je voulais aussi proposer cette installation pour permettre aux femmes et aux personnes ayant une vulve comme un acte d'appropriation. Cette installation qui s'appelle Oh oui, qui consiste donc en un mannequin et aussi en fait à proposer au public d'écrire sur des rubans des messages, des phrases pour s'entraîner à la culture de la bienveillance et du consentement. L'idée, c'est de proposer, demander, respecter, écouter, sans vouloir imposer, et donc de proposer soit qu'est-ce qu'on pourrait faire à une femme si nous aimons les femmes, soit si on est une femme, qu'est-ce qu'on aimerait qu'on nous propose de la façon qui nous semblerait le plus juste, ou comment affirmer aussi un désir à l'autre.
Nous sommes ici dans une pièce où s'est déroulée une performance qui s'appelle Du sang et des larmes, qui est un pied de nez à Jackson Pollock. Jackson Pollock n'aurait pas pu être ce grand artiste qu'il a été sans deux femmes, qui étaient Lee Krasner, son épouse, qui était plus célèbre que lui avant leur mariage et qui a décidé de se consacrer entièrement à sa carrière à lui. Elle a tout pris en charge. Et Jackson Pollock est connu pour ses action paintings, la technique du dripping pouring qui consiste en fait à laisser couler de la peinture sur la toile. Et cette technique n'a pas été inventée par lui. Il semblerait qu'elle ait été inventée par Janet Sobel, qui était complètement invisibilisée dans l'histoire de l'art et qui est une femme qui a commencé à peindre à 43 ans. Elle était mère de 3 enfants et je trouve que c'est très inspirant aussi de montrer que l'on peut démarrer une carrière artistique en fait quand on le souhaite. Et j'ai voulu rendre hommage à ces deux femmes par cette performance et aussi proposer aux participants et participantes de déverser du sang et des larmes, donc de la peinture rouge et du médium transparent, afin de quelque part d'avoir un exutoire dans l'exposition par rapport à tout ce que je présentais. Ça a été un moment très fort, très solennel. Plusieurs personnes qui m'ont ensuite confié qu'elles avaient vraiment vécu un moment très intense. Voilà, et donc voilà le résultat de cette œuvre collective. Cette installation, je l'ai appelée Chemin de guérison. En fait, elle m'est venue quand j'entends l'expression traîner ses valises, traîner ses casseroles, traîner ses boulets. J'ai voulu proposer au public de se délester de ce qu'on peut dire comme valise ou comme boulet ou comme casserole que l'on traîne. Le public a joué le jeu, les gens ont vraiment beaucoup écrit. L'idée, c'est de laisser ces mots anonymes, en tout cas de ne pas les lire. Par contre, ils seront brûlés à la fin de l'exposition. Et l'idée, c'est de montrer que quand on traverse en fait nos parcours, nos blessures, nos traumas, eh bien, on peut trouver de la lumière au bout du chemin.